Et si, en une seule soirée, vous deviez choisir entre garder le dernier souvenir de votre mère ou manger pour survivre? Le soleil s'éteignait lentement derrière les immeubles de Lyon, étirant les ombres comme des doigts sombres le long des murs de béton. Dans une ruelle étroite, à l'écart des terrasses animées et des vitrines éclairées, Chloé se tenait immobile. Le vacarme de la ville semblait lointain, presque irréel. Entre ses mains tremblantes, elle serrait un petit pochon en velours dont les coutures commençaient à céder. Elle n'avait pas toujours eu peur du lendemain. Autrefois, elle étudiait encore, rêvait d'un avenir simple mais stable. Puis la maladie de sa mère avait tout bouleversé. Les hôpitaux, les factures, les nuits blanches. Elle avait quitté l'université sans hésiter pour travailler. Elle pensait que ce serait temporaire, que le monde récompenserait ses efforts. Mais le monde n'avait rien promis. Après la mort de sa mère, les dettes s'étaient accumulées. Les petits emplois précaires s'étaient enchaînés. Elle nettoyait des bureaux la nuit, traversant la ville à pied pour économiser un ticket de métro. Elle rentrait à l'aube, épuisée, dormait quelques heures, puis repartait déposer des CV. Elle ne se plaignait pas, elle avançait. Jusqu'au jour où son employeur disparut, sans payer les dernières semaines de travail. Elle avait tenu encore un peu. Elle vendit ses vêtements les plus élégants, ceux qu'elle gardait pour plus tard. Elle vendit son téléphone, puis la bouilloire, la petite table, les casseroles. Sa chambre à la guillotière devint presque vide, comme si la vie elle-même se retirait lentement des murs. Depuis 3 jours, elle n'avait presque rien mangé. Un morceau de pain dur trempé dans l'eau, un fond de riz trouvé au fond d'un placard. Son ventre ne criait plus, il brûlait, sourdement. Ses mains étaient froides, ses jambes instables. La faim ne ressemblait pas à ce qu'elle avait imaginé. Elle ne rendait pas dramatique, elle rendait silencieuse. Dans le pochon reposait le dernier objet qu'elle n'avait jamais envisagé de vendre. Le médaillon en or était simple, sans pierres précieuses ni gravures sophistiquées. Sa valeur n'était pas dans le métal, mais dans ce qu'il contenait. À l'intérieur, une photographie fanée. Sa mère et elle, souriantes devant la petite maison bretonne de son enfance. On y voyait le jardin un peu sauvage, les volets bleus légèrement de travers et ce rire figé dans le temps. La nuit où sa mère était partie, elle avait glissé le médaillon dans la main de Chloé. « Garde-le. Certaines choses valent plus que l'argent. » Chloé avait hoché la tête, incapable de parler. Elle avait cru à ses mots. Longtemps. Mais la fin avait une logique implacable. Les souvenirs ne se mangent pas. Les promesses ne paient pas un loyer. La dignité ne remplit pas un estomac vide. Elle inspira profondément et quitta la ruelle. La rue de la République brillait sous les lampadaires. Les vitrines reflétaient des silhouettes élégantes, des couples riant autour de tables dressées. Les odeurs de pain chaud et de viande grillée flottaient dans l'air. Chaque parfum était une épreuve. La boutique du prêteur sur gage se trouvait entre une salle fermée et une petite épicerie de nuit. La vitrine était encombrée d'objets oubliés, montres anciennes, instruments de musique, bijoux sans histoire. La cloche tinta faiblement lorsqu'elle poussa la porte. L'intérieur sentait la poussière et le métal froid. Derrière le comptoir, un homme d'âge moyen leva à peine les yeux. Il tendit la main sans un mot. Chloé déposa le médaillon dans sa paume, sentant déjà le vide se creuser. Il l'examina sous une lampe jaunâtre, l'ouvrit, jeta un regard rapide à la photographie. Aucun commentaire, aucun intérêt, seulement une estimation rapide. Le prix qu'il annonça était bas, trop bas. Une part d'elle voulut protester, expliquer, dire que ce n'était pas qu'un bijou, que c'était toute une vie enfermée dans un cercle d'or. Mais elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête. L'homme compta les billets et les fit glisser vers elle. Le médaillon disparut derrière le comptoir parmi d'autres objets abandonnés. À l'instant précis où il quitta ses mains, une douleur aiguë lui traversa la poitrine. Plus vive que la faim, plus profonde que la fatigue. Ce n'était pas seulement un objet qu'elle venait de céder. C'était le dernier lien tangible avec celle qu'il avait aimée sans condition. Elle sortit dans l'air du soir, les billets froissés serrés contre elle. La ville continuait de vivre, indifférente. Les voitures passaient, les rires éclataient. Personne ne savait qu'un monde venait de s'effondrer en silence dans cette petite boutique. Sur le trottoir, elle s'arrêta quelques secondes. Elle regarda l'argent dans sa main comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre.
Elle venait d'acheter quelques jours de survie. Mais à quel prix? Sans le savoir, à quelques mètres de là, un regard s'était posé sur elle. Un regard qui n'avait pas vu seulement une femme pauvre sortant d'un magasin sombre. Il avait vu quelqu'un qui venait de sacrifier ce qu'elle aimait le plus pour continuer à vivre. Et ce regard allait tout changer. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Sans le savoir, à quelques mètres de là, un regard s'était posé sur elle. Un regard qui n'avait pas vu seulement une femme pauvre sortant d'un magasin sombre. Il avait vu quelqu'un qui venait de sacrifier ce qu'elle aimait le plus pour continuer à vivre. Julien Mercier ne détourna pas les yeux lorsque Chloé s'immobilisa sur le trottoir, les billets froissés serrés dans la main. Le feu passa au vert, mais sa voiture ne démarra pas immédiatement. Le chauffeur jeta un coup d'œil discret dans le rétroviseur. « Monsieur ?» Julien cligna des yeux, comme s'il revenait de loin. « Avancez, puis arrêtez-vous un peu plus loin. » Il ne comprenait pas exactement ce qui venait de se produire en lui. Il avait vu des scènes bien plus dures. Des expulsions, des licenciements massifs signés de sa propre main, des quartiers entiers rasés pour laisser place à ses projets. Il avait appris à compartimenter, à appeler cela nécessité économique. Pourtant, cette femme, ce n'était pas la misère qui l'avait frappée. C'était la manière dont elle avait tenu l'argent, comme si elle avait perdu bien plus qu'elle n'avait gagné. Il la vit entrer dans une petite épicerie au néon vacillant. Après une hésitation presque imperceptible, il demanda au chauffeur de l'attendre et sortit de la voiture. L'air du soir était plus froid qu'il ne l'avait imaginé. Les bruits de la ville l'enveloppèrent immédiatement. Moteurs, conversations, éclats de rire. Il entra à son tour dans l'épicerie, prenant soin de garder ses distances. Chloé avançait lentement entre les rayons. Elle ne regardait pas les produits à hauteur des yeux, mais ceux placés en bas, là où se trouvaient les articles les moins chers. Elle prit une miche de pain simple, un petit sac de riz premier prix, une boîte de soupe en promotion. Elle compara les prix au centime près. Julien observa ses gestes méthodiques. Elle ne cédait à aucune impulsion, aucun biscuit, aucune douceur. Rien d'inutile. Arrivée à la caisse, elle vida ses poches, les billets du prêteur sur gage, quelques pièces. La caissière scanna les articles sans un mot. Le total s'afficha. Chloé resta immobile une seconde. Puis, calmement, elle retira la boîte de soupe et la posa sur le côté. « Sans ça, s'il vous plaît. » Sa voix était douce, stable. Julien sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il avait signé, la semaine précédente, un contrat d'investissement équivalent à plusieurs millions d'euros. Et ici, à quelques mètres de lui, une femme renonçait à une simple boîte de soupe pour quelques centimes. Quand elle se retourna, leurs regards se croisèrent. Ce ne fut qu'un instant, mais dans ses yeux, il ne vit aucune supplication, aucun reproche, seulement une fatigue immense et derrière elle une détermination farouche. Elle ne demandait rien, elle n'attendait rien. Elle sortit. Julien resta immobile quelques secondes avant de la suivre à distance respectable. Il ne savait pas pourquoi il le faisait. Il aurait pu remonter dans sa voiture, rentrer dans son appartement luxueux sur les hauteurs de la ville, oublié. Mais il ne le fit pas. Chloé marcha longtemps. Elle évita les rues les plus animées, traversa la presqu'île illuminée, passa devant des terrasses pleines et des vitrines brillantes. Puis, les lumières devinrent plus rares, les façades plus anciennes, les trottoirs plus étroits. Elle gravit lentement la montée vers la Croix-Rousse. Ses pas étaient lourds. À 2 reprises, elle s'arrêta, comme si ses forces la quittaient. Julien la suivait toujours, à distance, envahi par une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, l'inconfort de la mémoire. Il se revit adolescent, dans un petit appartement de Marseille. Il se revit observant sa mère prétendre ne pas avoir faim. Il se revit comprendre, sans qu'elle le dise, qu'elle mentait pour lui laisser sa part. Il se rappela la honte de ne pas pouvoir inviter des amis chez lui, la peur constante de manquer, la rage silencieuse d'être invisible. Il s'était juré de ne plus jamais vivre cela. Et il avait réussi, au-delà de toute attente, mais en chemin, il avait laissé quelque chose derrière lui. Chloé s'arrêta finalement devant un immeuble étroit à la peinture écaillée. L'interphone pendait de travers. Elle entra sans regarder derrière elle. Julien resta de l'autre côté de la rue. Une lumière s'alluma au 2e étage. À travers les rideaux fins, il distingua son ombre.
Elle posa le sac sur une table, s'assit lentement sur le sol, adossée au mur. Puis ses épaules tremblèrent. Il détourna légèrement le regard comme s'il assistait à quelque chose de trop intime. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa ni rendement, ni stratégie, ni expansion. Il pensa à responsabilité, à hasard, à cette chaîne invisible de décisions qui sépare ceux qui tombent de ceux qui se relèvent. Il sortit son téléphone. « Faites-moi un rapport sur ce quartier », dit-il à son assistant. Pas pour un projet immobilier, pour comprendre les besoins, les centres communautaires, les associations. Je veux tout savoir. Un silence étonné à l'autre bout. Très bien, monsieur. Il raccrocha sans quitter la fenêtre du regard. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait exactement. Il ne se voyait pas comme un sauveur. Mais il savait une chose. Cette soirée ne serait pas classée parmi les oublis. Quelque chose avait commencé. Et pour la première fois depuis des années, c'était pas une acquisition, c'était une prise de conscience. C'était une prise de conscience. Le lendemain matin, Julien ne repoussa pas cette sensation inhabituelle comme il l'aurait fait autrefois. Il convoqua 2 membres de son équipe, exigeant un rapport détaillé sur le quartier de la Croix-Rousse et les environs du 1er arrondissement. Pas arrondissement, pas une étude de rentabilité, pas un projet d'acquisition, un état réel des besoins. Chômage, précarité, structures abandonnées, initiatives locales oubliées. Les chiffres arrivèrent vite. Derrière les façades pittoresques et les rues touristiques se cachaient des dizaines de situations semblables à celles de Chloé. Des étudiants ayant interrompu leurs études, des travailleurs précaires payés en retard ou pas du tout, des familles rationnant les repas en silence. Il apprit l'existence d'un centre communautaire fermé depuis 2 ans, faute de financement. Un bâtiment modeste, rue Terme, autrefois lieu de soutien scolaire, de distribution alimentaire et d'entraide administrative. Aujourd'hui, les volets étaient clos, les murs poussiéreux, les affiches anciennes encore collées sur la porte. « Rouvrez-le », dit-il simplement. « Sous quelle entité ?» demanda son directeur financier, surpris. Julien marqua une pause. « Sous aucune bannière commerciale. Faites-le discrètement. » Pendant ce temps, Chloé poursuivait sa routine fragile. Elle divisait le pain en portions égales pour tenir plusieurs jours. Elle cuisait le riz en petites quantités, calculant chaque poignée. Elle cherchait du travail avec obstination, malgré les refus polis et les regards pressés. Elle se présentait droite, propre malgré la fatigue, parlant avec respect. Elle refusait de se laisser glisser dans l'amertume. Quand la lettre arriva sous sa porte, elle crut d'abord à une erreur. Programme d'aide communautaire. Opportunités d'emploi temporaire et accompagnement au logement. Elle relut plusieurs fois. Elle chercha les petites lignes, les conditions cachées. Rien d'illégal, rien d'humiliant. Elle hésita longtemps avant de s'y rendre. Le centre communautaire avait changé. Les murs repeints, les vitres nettoyées, l'odeur de renfermé remplacée par celle du café chaud. Des bénévoles accueillaient les visiteurs avec simplicité. On proposait des ateliers de recherche d'emploi, de l'aide alimentaire, un accompagnement administratif. Chloé s'assit au fond de la salle, observant d'abord en silence. Puis, elle leva la main pour poser une question. Sa voix était calme, réfléchie. Elle ne demandait pas seulement ce que le programme pouvait lui apporter, elle demandait comment elle pouvait participer. On lui proposa un poste temporaire d'assistante logistique pour la distribution alimentaire. Quelques heures par semaine, rémunérées modestement mais régulièrement. Elle accepta immédiatement. Ce qu'elle ignorait, c'est que Julien assistait à certaines réunions, toujours en retrait. Il ne cherchait pas à être reconnu. Il observait. Il voulait s'assurer que l'aide ne soit pas une façade, mais une structure solide. Il la vit arriver en avance le premier jour. Il la vit porter des cartons plus lourds qu'elle, organiser les stocks avec méthode, noter soigneusement les besoins des familles. Elle connaissait déjà la gêne dans les regards de ceux qui venaient demander de l'aide. Elle les accueillait sans pitié excessive, sans condescendance, juste avec respect. Très vite, elle devint indispensable. Elle proposa d'ajouter un coin soutien scolaire pour les enfants du quartier. Elle resta après les horaires pour aider une mère à remplir un dossier administratif. Elle partagea son expérience sans dramatiser, donnant aux autres le courage de parler. Son contrat temporaire fut prolongé, puis transformé en emploi stable. Avec la stabilité vint un petit appartement dans le 7e arrondissement. Rien de luxueux, mais lumineux. Un espace à elle.
Elle acheta une plante pour le rebord de la fenêtre. Un geste simple mais symbolique, elle recommençait à croire en l'avenir. Pourtant, chaque soir, en retirant son collier absent, elle sentait le vide laissé par le médaillon. Julien, de son côté, n'avait pas oublié. Il avait discrètement racheté l'objet auprès du prêteur sur gage quelques jours après cette fameuse nuit. Il l'avait gardé dans un tiroir, hésitant sur le moment approprié. La réouverture officielle du centre fut célébrée modestement. Quelques guirlandes, des boissons chaudes, des discours courts. Chloé se tenait parmi les bénévoles légèrement en retrait, comme à son habitude. Julien s'approcha d'elle sans annonce particulière. « Vous faites un travail remarquable, dit-il simplement. Elle le remercia, ne reconnaissant en lui qu'un bienfaiteur parmi d'autres. Ils parlèrent quelques minutes, de la difficulté de demander de l'aide, de la dignité, de l'importance de reconstruire sans écraser. Avant de partir, il lui tendit une petite boîte. « Je crois que ceci vous appartient. » Il ne resta pas pour voir sa réaction. Ce soir-là, dans son nouvel appartement, Chloé ouvrit la boîte. Quand elle vit le médaillon, l'air sembla quitter la pièce. Elle le prit dans ses mains comme si elle craignait qu'il disparaisse encore. Elle l'ouvrit. La photo était toujours là. Les larmes coulèrent, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir. Elle comprit qu'elle n'avait pas seulement été aidée, elle avait été respectée, vue dans sa valeur réelle. Chloé ne devint pas riche. Julien ne chercha jamais à s'attribuer le mérite, mais leurs trajectoires furent transformées. Elle continua à travailler au centre, devenant un pilier pour d'autres femmes au bord de l'effondrement. Lui réorienta plusieurs de ses projets vers des rénovations responsables, intégrant logements accessibles et espaces communautaires. La ville resta bruyante, indifférente en apparence. Mais dans ses rues, des gestes discrets changèrent des destins. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. La véritable richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en humanité. Parfois, un simple regard, une décision silencieuse peut devenir le point de bascule d'une vie. Et parfois, quand nous perdons ce qui nous est le plus précieux, la vie trouve un chemin inattendu pour nous le rendre, transformé par l'épreuve. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un instant pour la liker, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et laissez un commentaire avec le mot « espoir » si vous croyez que la bonté existe encore. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rappellent que, même dans les moments les plus sombres, la lumière peut renaître. Parce qu'au fond, ce n'est pas la richesse qui change le monde, c'est le choix d'être humain.